passons dans l'appellation La Lande de Pomerol, qui est une petite appellation sur la rive droite, mais avec des terroirs magnifiques. Et c'est une propriété dont je laisserai ma fille Coralie. C'est un peu plus d'émotion pour moi aujourd'hui de vous parler, parce que c'est en face de moi ma fille Coralie qui vous en parlera, avec Philippe Nunes, que vous avez déjà vu au cours de ces lives. Philippe qui est associé depuis presque la première heure dans le cadre du consulting, mais qui est aussi, il multiplie les casquettes, qui est aussi directeur technique de cette propriété de la Fleur de Bois, et qu'il est depuis la première heure, depuis le premier jour, c'est-à-dire aujourd'hui un peu plus de 20 ans. Donc il en parlera, c'est sans doute lui qui connaît techniquement le mieux cette propriété et qui pourra vous en parler. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Coralie qui vous parlera un petit peu de sa vie à la Fleur de Bois, mais du côté peut-être un peu historique, la raison pour laquelle cette propriété est arrivée dans la famille. Voilà, Coralie, c'est à toi. Oui. Alors c'est aussi pour moi avec beaucoup d'émotion que je parle devant toi, parce que tu as été un exemple dans ma vie professionnelle avec mon grand-père, ton père. Vous m'avez beaucoup transmis, et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu marcher dans vos pas, non pas parce que j'ai été forcée, mais par passion. Donc le château La Fleur de Bois, c'est une passion qui a été transmise depuis de nombreuses générations. D'abord par le château Angélus, où toi, tu as fait tes armes, tu as grandi et tu as amené la propriété où elle est aujourd'hui. Et puis, nous avons souhaité en famille profiter de cette expérience au château Angélus pour aller voir un petit peu ce qui se passait sur les terroirs autour de cette magnifique appellation de Saint-Émilion. Et c'est pas pour rien que nous avons atterri à la Lande de Pomerol, puisque la Lande de Pomerol regorge de magnifiques terroirs. Elle est située à 2 km du fameux château Pétrus. Un peu plus, 3. On a tendance à vouloir se rapprocher. Mais bon. Ouais, j'ai une âme commerciale. Hein. Ouais. Voilà, et d'ailleurs, c'est mon rôle au château La Fleur de Bois. Mon rôle, c'est d'accompagner la Fleur de Bois dans le commerce, dans la commercialisation, dans la vente des vins, essayer d'expliquer à nos clients pourquoi ils doivent consommer nos vins. Tout simplement parce que quand on est passionné, notre manière à nous de partager notre passion, c'est de faire du vin pour nos clients. Voilà, donc on est sur un magnifique terroir à la Lande de Pomerol, une propriété qui a petit à petit grandi pour arriver aujourd'hui à 33 hectares. 33 hectares, c'est pas rien, n'est-ce pas Philippe? C'est une belle propriété sur la Lande de Pomerol. Oui. Donc je vais vous parler un petit peu de... Philippe, oui, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de toute cette histoire, parce que c'est une histoire qui s'est construite en famille. Alors, oui. Je voudrais quand même juste... Donc 33 hectares, dont Philippe gère une magnifique équipe aujourd'hui depuis le premier jour. Donc on a la chance d'être 3 personnes aujourd'hui réunies pour parler de cette magnifique propriété. Et puis j'aime bien quand même dire qu'on remercie Philippe chaque instant parce que il supporte les humeurs de notre famille. On travaille en famille et c'est pas toujours facile, mais vous faites partie de la famille et on vous le redit chaque jour. Écoutez, ça me touche beaucoup et moi c'est avec également beaucoup d'émotion que je vais parler de cette propriété aussi, pour la raison que vous évoquiez, parce que bon, moi j'ai pas mon père en face de moi, mais j'ai un père spirituel quand même en face de moi, donc ça je tenais quand même à le préciser. Donc cette propriété, 30 hectares, propriété magnifique, et comme vous le disiez, je supporte peut-être parfois un peu les humeurs de la famille, mais peut-être que la famille supporte aussi parfois les miennes. Parce que je sais que je suis pas toujours facile. Il y a beaucoup d'humains dans notre métier. Exactement. S'il n'y avait pas d'humains, on s'embêterait et les vins n'auraient pas le relief qu'ils ont, donc, bien sûr. Et en fait, tout ça fait que ce sont des métiers passion, et s'il n'y avait pas cette passion, il n'y aurait pas de temps en temps ces petits échanges, etc. Mais c'est, comme vous dites, c'est tellement humain. Et moi, une fois de plus, j'ai mon père spirituel en face de moi, donc je vais essayer de pas trop dire de bêtises. Fleur de Bois, c'est effectivement 30 hectares qui sont... on a commencé en 98. En 98, la propriété faisait 15 hectares. Et par force, volonté et conviction, on a réussi à atteindre ces 30 hectares aujourd'hui. C'est une propriété qui est très équilibrée puisqu'en fait, on a 15 hectares sur le plateau de Néac et 15 hectares sur le plateau de la Lande de Pomerol. Donc la Lande de Pomerol, c'est une appellation qui regroupe ces deux communes, Néac et la Lande de Pomerol. Donc sur le plateau de Néac, on a plutôt des terroirs argilo-graveleux, et sur le plateau de la Lande de Pomerol, on est plutôt sur des grosses graves. Toutes les personnes qui sont sur place vous disent ça ressemble à Châteauneuf-du-Pape. C'est vraiment spectaculaire.
Oui, on a des galets qui sont incroyables, des galets roulés, mais qui sont posés sur des argiles. C'est ça qui est fort. Exactement. On a entre 16 et 20% d'argile et c'est ce qui fait que ces terroirs est exceptionnel. Pour continuer un petit peu sur les terroirs, depuis le début, on a compris qu'il fallait restructurer le vignoble et mettre vraiment le bon cépage sur le bon terroir. C'est ce qu'on s'est attelé à faire depuis le départ. On n'a pas tout changé non plus, puisqu'il faut savoir que Fleur de Boire, on a encore des parcelles de Merlot de 1956, donc ce n'est pas rien. Donc on s'attache vraiment à conserver l'âge du vignoble, puisque c'est primordial pour nous. Par contre, au niveau des cépages, on a adapté un peu plus la situation et on est allé mettre des Cabernet Sauvignon sur les grosses graves. Et on a même planté un petit peu de petits verres d'eau sur une parcelle qui le méritait. Et 2020, c'est le premier millésime dans lequel on va trouver un petit peu de petits verres d'eau. Et juste pour terminer sur la restructuration, on a été, je pense, pionnier en rive droite en plantant à forte densité. On a commencé à planter sur des densités de 8500 pieds hectares. Et à l'époque, dans les années 2000, quand on a commencé à faire ça, personne ne le faisait. On a essayé d'être pionnier un peu partout. Vous parlerez au moment de la dégustation, vous pouvez commencer à en parler, mais on a quand même un chai, puisqu'on a restructuré nos chais en faisant quelque chose d'exceptionnel en 2012. C'était une réflexion aussi conjointe de nos voyages dans le monde entier, ou de nos réflexions sur les autres vignobles du monde, les autres chais qu'on avait pu voir ou sur lesquels on avait travaillé. Mais on a essayé de faire le chai qui encore, je crois, aujourd'hui, en 2021, est un chai peut-être les plus performants qui existent. Mais je vous laisse, je vais commencer moi à servir un tout petit peu le vin. Pendant ce temps-là, peut-être que vous pouvez nous dire deux mots, parce que c'est vraiment un chai unique. Mais c'est la performance au service de la nature. Exactement. C'est très important parce qu'on le retrouve dans le verre. Tout à fait. Et je vais plagier Coralie. Elle a toujours dit que c'était un chai avant-gardiste. Et je trouve que actuellement, quand on est dans ce cuvier, on a toujours l'impression qu'il est avant-gardiste. Oui. On a fait un cuvier qui est entièrement suspendu. L'idée était de travailler de la façon la plus naturelle possible le raisin, c'est-à-dire qu'on fait le vin à la vigne et ensuite le chai nous sert que, en fait, on accouche la vigne au chai, mais de la façon la plus suave et la plus sensuelle possible et respectueuse de la matière première. Donc oui, c'est un chai qui est d'abord gravitaire à 100%, avec des formes de cuve. Tronconique inversée. Voilà, tronconique inversée. La tronconicité inversée, on avait compris avec Philippe dans un échange que c'était intéressant, et puis on s'est aperçu que l'inversion de tronconicité, elle n'avait pas que le premier avantage qu'on avait imaginé, qui était plutôt une surface entre jus et peau qui était intéressant. On s'est aperçu aussi que quand on vidait, puisque tout se fait, c'est un chai formidable, parce que moi quand j'arrive, j'ai l'impression que personne ne travaille. J'entends pas de pompe. Je me dis, et en fait tout le monde travaille, mais on n'entend rien. Donc c'est vrai que quand on fait un remontage, eh ben il y a un auto-pressurage dans le cône de la cuve qui fait que tout ce qu'on a pu dire depuis des années, et je pense que là où on avance le plus, c'est dans le travail du raisin et dans le respect du raisin. Et moins on intervient physiquement sur le raisin, et plus on est dans le vrai. Donc là, on intervient moins dans le toucher de ces peaux qui permettent d'avoir des extractions plus fines, plus élégantes, et d'avoir des tanins qui sont plus dans l'élégance et dans l'onctuosité. Et je pense que c'est un travail important qui a été réalisé. On le voit. Alors après, c'est comme un circuit pilote d'essai. Je pense que c'est pas parce qu'on a l'inversion de la tronconicité, qu'on a du gravitaire. Si on sait pas s'en servir, ça marche pas. Et c'est pas tous les ans la même chose. Non, c'est pas tous les ans la même chose. Et je rebondis un petit peu sur ce que disait Coralie en introduction. On a une équipe formidable que ça, en partant de la vigne, passant par les bureaux et jusqu'au chai. Et c'est vrai que toute cette expérience cumulée, avec vous, quand vous venez, quand on a ces échanges de dégustation, nous permet vraiment de piloter, je dirais, au dixième de quart de tour sur chaque millésime pour savoir jusqu'où on va en termes d'extraction, sachant que ce qui caractérise le plus Fleur de Boire, ce qui ressort souvent des dégustations, c'est ce côté gourmand, roulant et suave. Et ça, c'est vraiment une identité très forte de Fleur de Boire. Alors là, sur 2020. Oui. Sur un millésime qui était quand même un millésime pas que facile au départ. On a eu un long printemps. Et un printemps, pourquoi on l'a trouvé aussi long? Juste parce qu'il a beaucoup plu. Donc un printemps très humide, suivi d'une période de sécheresse. Mais cette période de sécheresse, elle a été bénéfique. Pourquoi? Grâce aux argiles qui ont été complémentaires de nos vignes. Oui, et qui ont permis à l'eau qui avait été captée pendant toute cette période d'être redistribuée, et qui permet au vin d'avoir cette trame, cette structure à la fois très élégante et très roulante. Ce que disait Philippe, c'est aussi une signature
cette notion, parce que Fleur de Boire, ça existe depuis plus de 20 ans. Quand on goûte les vins, cette signature, c'est dans cette élégance et dans cette gourmandise répétée avec de la fraîcheur. C'est sûr qu'on précise tout le temps le trait. L'apport du Cabernet Sauvignon, ça a été important. On a ce côté un peu plus épicé, avec cette longueur, cette trame. Et c'est une quête, je dirais. C'est la quête permanente pour essayer d'aller un peu plus loin. 2020, ça nous donne l'occasion d'aller dans le sens où on voulait. Et je laisserai même Coralie parler un peu, parce que je crois que c'est elle qui en parle le mieux, de la qualité des tanins. Alors là, pour l'instant, parle. J'étais sur le nez et moi j'allais rebondir sur le nez, parce que des mots que j'entends très souvent de la part de toi et de Philippe. On revient beaucoup sur l'appétence. Moi, je mets mon nez dans le verre et je salive déjà. Rien qu'en y mettant le nez, j'ai déjà cette envie d'y mettre la bouche. Alors, je ne l'ai pas encore fait. En général, je suis assez... Je trouve que l'accueil en bouche est à la fois dynamique, très suave, très élégant. Les tanins sont très veloutés. On a l'impression d'avoir un toucher de cachemire en bouche. C'est très, très fondu. Déjà, le bébé n'est pas terminé, mais il est déjà très gourmand. Ouais, et puis moi j'aime bien ce milieu de bouche où on a une vraie construction. On n'est pas simplement dans l'horizontal, on a aussi une vraie notion de verticalité dans le milieu de bouche, un vrai respect de ces notions de terroir. Là aussi, on a un terroir qui est différent. Enfin, on a en fait deux terroirs, ce que vous avez expliqué, Philippe, et qui se complémentent bien. L'un plutôt sur une notion très, très aérienne, très dentelle, l'autre un peu plus sur une notion un peu plus structurée. Et donc ça se complémente bien, mais là on est vraiment assis, on a l'impression que les deux pieds sont là, je crois l'avoir déjà dit tout à l'heure, mais vraiment ça se campe bien, ce vin se campe bien sur ses bases, puis ça se prolonge, ça se prolonge. Très belle longueur. On n'a rien qui agresse, mais on sent quand même qu'il y a un beau vin de garde. Il a la capacité il est enjôleur, il a cette capacité d'entraîner, d'avoir de l'adhésion, et à côté de ça, on se dit c'est pour longtemps. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en regoûtant notre premier millésime, Philippe, qui était 1998, où à l'époque on a fait tout ce qu'on pouvait, mais on ne savait pas. Et on ne savait pas si les vins allaient durer, vieillir, autant qu'on pouvait l'imaginer. Et quand on les regoute aujourd'hui, on trouve ça toujours extraordinaire. Donc on a à la fois l'espoir que tous ces millésimes que l'on fait aujourd'hui, dans lesquels on a précisé le trait, continuent à avoir à la fois cette appétence, ce bonheur d'un vin jeune, où c'est la chance de Fleur de Boire, de ce style de vin, de donner du plaisir dès que les vins sont jeunes, mais cette capacité à vieillir, à tenir dans le temps, et 20 ans après, à se retrouver autour d'une bouteille et avoir toujours autant de plaisir et de bonheur. C'est vrai qu'en 98, on s'était dit qu'on avait un potentiel de 15-20 ans, et on est déjà à 23 ans, et les vins sont toujours là. Oui. Et c'est vrai que ça laisse présager que du positif, parce qu'on introduit en plus une notion de Cabernet Sauvignon adapté. Il y a vraiment une adaptation maintenant des cépages sur chaque terroir, et on est en train d'affiner encore un peu plus le trait. Je ne sais pas si on travaille, je l'espère, toujours un peu mieux, et je dis cette notion de précision, de pureté, qui est toujours au service du terroir, je le dis. Alors on a aussi une vraie démarche environnementale, puisque tout en n'étant pas encore bio, mais en tout cas on est HVE3, on est isocatolmien, on avance beaucoup sur cette notion environnementale. Et ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de préciser le trait dans un souci environnemental. Et je ne sais pas si on travaille mieux que ce qu'on faisait en 98, les temps ont changé. En tout cas, je crois qu'on a affiné, qu'on a avancé comme on avance dans une vie, et que voilà, ça nous donne un grand espoir en se disant on est assis sur un grand terroir. Il n'y a pas de grand vin sans grand terroir, ça n'existe pas. Il y a des bons vins, mais il n'y a pas de grand vin sans grand terroir. C'est la clé du système. C'était d'ailleurs ce qui nous avait motivé quand on a acheté cette propriété. C'était de se baser sur des fondamentaux, sur du solide. Bon, voilà, on le voit aujourd'hui dans la capacité du vin à vieillir et dans la capacité du vin à donner ce plaisir, ce charme tout de suite. Et de l'incarner, parce que alors vous l'avez soulevé, mais j'aimerais bien le redire un peu une dernière fois. C'est vrai que c'est une vraie équipe, cette Fleur de Boire. Moi, je pense à tous ceux qui sont aujourd'hui dans les vignes, qui sont dans les chais, et c'est aussi une famille chez nous. On a des gens qui sont là depuis longtemps. Ils ont toujours plaisir quand ils vont travailler. C'est vrai que Philippe fait vivre cette famille beaucoup au quotidien, mais je veux les saluer aussi parce que vraiment ils font un super boulot, et tout ça dans une ambiance, mais aussi dans un souci. Le souci, c'est que
le travail qu'on fait, c'est pour la propriété, c'est pour le vin. Et je crois qu'il y a une vraie compréhension. Nous, on a besoin que cette propriété, elle fonctionne au mieux. On sent vraiment qu'il y a l'équipe derrière et qui soutient complètement tous les messages. Qui travaille pour nous, avec nous et par conviction. Faut pas oublier qu'on est un relais. Aujourd'hui, on a en possession cette magnifique propriété, ce magnifique terroir, mais on travaille avec beaucoup de conviction parce que le HVE3, le SME, le bio, on en parle beaucoup, ça pourrait être un phénomène de mode, mais pour nous, c'est une réelle conviction parce que ce relais, on le transmettra à nos enfants ou à d'autres personnes aussi passionnées que nous. Mais je le redis aussi, on répète beaucoup de choses aujourd'hui, mais on fait du vin pour vous. On espère que vous allez prendre énormément de plaisir à le partager, autant qu'on en aura appris à le faire et à communiquer autour de notre passion. Et particulièrement avec 2020. Et particulièrement avec 2020. Voilà. 2020, grand millésime, une vendange à la carte, du sourire pendant les vendanges et une équipe incroyable qui nous accompagne. Alors on clôture notre dossier, on va changer de rive, on va tout doucement passer sur la rive gauche dans une belle appellation au Médoc et on va parler du château Arnaud.